Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous voici en deuxième lecture de la discussion du projet de loi sur la restauration de Notre-Dame. Reconnaissons que le travail parlementaire a d'ailleurs parfois un côté désespérant. Et l'examen de ce projet de loi ne corrigera malheureusement pas ce constat quelque peu désabusé. En effet, il y a une semaine tout juste, en commission des affaires culturelles, Madame la rapporteure, malheureusement absente de ce banc, défendait bec les ongles la rédaction des articles 8 et 9. Mais circuler, il n'y a rien à voir, nous disait-elle à l'époque. L'ultime version de ces articles, ô combien controversés, était pour elle et pour les membres de la majorité présidentielle incontestablement la meilleure. Tant et si bien qu'à la veille de l'examen du projet de loi en séance, c'est-à-dire hier, le gouvernement, c'est-à-dire vous-même, Monsieur le ministre, par voie d'amendement, vous avez finalement préféré les réécrire intégralement. Comprenne qui pourra. Aussi est-on en droit de s'interroger sur le sérieux avec lequel le gouvernement aborde ce texte. J'ajouterai que si l'exécutif est toujours prompt à critiquer la procédure parlementaire, il ne s'interdit pas de recourir à des artifices plus datés pour contourner les débats et nous priver de la présentation de dizaines de nos amendements. Et malgré quelques clarifications intéressantes que je tiens à souligner dans la dernière rédaction, rien en fait ne change sur le fond. Nous sommes encore et toujours face à une loi d'exception. En réalité, le temps consacré à l'examen du projet de loi fut aussi long que fut court le chemin parcouru pour le corriger et l'enrichir. Au terme de la navette avec le Sénat et d'une CMP infructueuse, nous ne sommes guère plus avancés qu'au premier jour. Et cela pour une raison simple. Le gouvernement veut absolument soustraire le chantier cathédral à certaines normes protectrices que contient notre droit, notamment dans le champ patrimonial et environnemental. Le gouvernement refuse obstinément d'entendre les appels à la raison et à la tempérance provenant des experts les mieux autorisés. Des appels pourtant uniquement motivés par l'intérêt supérieur de Notre-Dame. Il est manifeste qu'un chantier de cette envergure exige le temps de la réflexion et la modestie de croire que rétablir Notre-Dame dans sa beauté initiale est un objectif suffisamment ambitieux pour ne pas être pollué par je ne sais quel concours aux consultations populaires. D'ailleurs, les Français espèrent-ils autre chose que de revoir la cathédrale telle qu'ils l'ont toujours connue ? Incontestablement, les déclarations en faveur d'une reconstruction rapide ou d'un geste architectural en lieu et place de la flèche ont pu paraître précipitées et pour le moins anachroniques. D'autant qu'à ce jour, le diagnostic sur l'état réel du monument n'est pas posé et qu'il ne le sera probablement pas avant le mois de septembre, vous l'avez rappelé vous-même, Monsieur le ministre, tout à l'heure. N'est-il pas pour le moins curieux, donc, de rédiger l'ordonnance alors que le diagnostic du malade, du grand malade, pour reprendre l'expression de Philippe Villeneuve, architecte en chef de Notre-Dame, n'est toujours pas établi de manière précise? D'un côté, l'urgence de sauver l'édifice et les craintes sur la solidité de la voûte sont toujours réelles, et de l'autre, un débat parlementaire parfois lunaire qui porte sur la date de la souscription ou la composition du conseil d'administration ou bien encore sur l'âge du capitaine du futur établissement que vous allez spécifiquement créer. La comparaison entre les priorités qui animent les uns et les autres, vous l'aurez compris, ne joue pas en faveur de notre institution. Pourtant, à l'origine, la matière n'appelait pas à la discorde. Dans son adresse aux Français, le président Macron ne disait d'ailleurs pas autre chose. L'avenir de Notre-Dame vaut mieux que des querelles politiciennes. Mais encore eût-il fallu que le président lui-même reste humble, tant concernant le calendrier que sur l'objectif de rendre Notre-Dame encore plus belle. Et encore aussi eût-il fallu que le gouvernement entende les réserves des meilleurs experts ou tienne un tant soit peu compte des travaux sérieux et inspirés par le Sénat. Oui, moi aussi, ça m'a fait mal aux oreilles. Ou alors, il aurait fallu qu'il nous convainque de la nécessité de créer, dans l'intérêt et seulement dans l'intérêt de Notre-Dame, un régime juridique dérogatoire. À ce stade, et sous réserve de la discussion des articles qui arrivent, constatons-le, c'est un échec. Pourtant, les questions sont simples. Pourquoi soustraire des autorisations de travaux à certaines consultations préalables obligatoires?
Pourquoi lever certains interdits en matière d'affichage publicitaire? Pourquoi surtout procéder par voie d'ordonnance pour fixer certaines règles applicables aux travaux qui relèvent d'ordinaire au Parlement? Monsieur le ministre, les députés Les Républicains, comme je crois l'ensemble de nos collègues de l'opposition, regrettent qu'il ait fallu, sur un texte qui aurait dû faire consensus, arriver à une situation de blocage. Bien sûr, nous approuvons les mesures d'encouragement à la générosité des Français. Nous approuvons le lancement d'une souscription nationale pour encadrer le versement des dons. Mais, monsieur le ministre, pourquoi aller créer un établissement public, fût-il administratif, alors que des structures de qualité existent déjà? Je pense ici au Centre des monuments nationaux ou à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. N'aurait-il pas été plus simple de s'appuyer sur ces opérateurs expérimentés et dont les compétences sont strictement encadrées plutôt que de créer ex nihilo un établissement? N'aurait-il pas été aussi plus logique, monsieur le ministre, de faire davantage confiance à ce qui existe déjà, à ces milliers de professionnels passionnés, à ces experts qui font notre fierté, à la qualité des normes et réglementations patrimoniales? Qui peut croire sérieusement que le plus vieux pays de patrimoine au monde ne dispose pas de talent, de compétences et du cadre normatif pour accomplir la tâche historique qui l'attend? Mais pourquoi surtout vouloir s'affranchir des protections qu'offre notre droit en matière patrimoniale et qui fait référence à travers le monde entier? Au fond, monsieur le ministre, notre conviction sur ce texte n'a jamais varié. Nous sommes convaincus qu'en l'état actuel de notre législation, l'œuvre de restauration de Notre-Dame est entourée de garanties solides et qu'à l'inverse, voter une loi d'exception la fragiliserait. Je serai amenée, au cours de la discussion des différents articles et amendements, à revenir, entre autres, sur la création de cet établissement public dont vous avez rappelé tout à l'heure les contours. Et je voudrais déjà, dès maintenant, mettre un bémol sur le champ que vous avez attribué à cet établissement public concernant son périmètre en tant qu'élu de Paris, pour m'étonner très sincèrement que, par voie législative, vous empiétiez sur le domaine domanial de la capitale. Donc, à ce stade, vous l'aurez compris, nous avons noté tout à l'heure, et je le disais, des avancées dans les nouvelles rédactions de l'article 8 et de l'article 9. Mais ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est que parmi vos arguments, vous dites que vous nous avez entendus, quand systématiquement, lors de la première lecture et en commission, vous avez voté systématiquement contre nos amendements. Aussi, à ce stade, monsieur le ministre, nous restons ouverts à la discussion. Nous attendons de voir les avancées qui seront faites dans le cadre de cette deuxième lecture, en espérant que nous serons plus entendus cette fois-ci que la première fois. Je vous remercie.